Ma mère a levé son verre lors de mon propre dîner de remise de diplôme et a déclaré devant 40 invités que j'étais, le brouillon, avant ma sœur, le livre achevé. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. Puis j'ai demandé au serveur d'apporter l'enveloppe que j'avais déposée à la réception ce matin-là. Avant de vous révéler ce que contenait cette enveloppe, laissez-moi revenir sur ce que tout le monde dans cette salle croyait comprendre, parce qu'en réalité, personne ne comprenait rien. Aucun d'entre eux. Les Ashford étaient le genre de famille qui rendait bien sur les photographies. Ma mère y veillait personnellement. Patricia Ashford avait une façon d'agencer les gens comme d'autres arrangent des fleurs, les plus grands au fond, les plus jolis devant, et moi là où le cadrage pouvait me couper de la photo. Nous n'étions pas riches à proprement parler. Nous étions de cette classe aisée qui joue la comédie de la richesse, une maison coloniale de 4 chambres dans une banlieue de Hartford, une maison au bord du lac que nous n'avions pas tout à fait les moyens de garder mais que nous ne vendions jamais. Et 2 filles que ma mère aimait présenter comme « ma Vanessa » et « mon autre fille ». Ma Vanessa et mon autre fille. Vanessa avait 3 ans de plus que moi et était parfaite par décret familial, de longs cheveux blonds et raides, un sourire qu'elle pouvait enclencher comme un robinet, et un don pour être exactement ce qu'une pièce attendait d'elle. Ma mère avait décrété, avant même que je sache marcher, que Vanessa incarnait l'avenir de la famille et que j'en étais les frais généraux. Je veux être juste envers ma sœur, elle n'a pas demandé à être la préférée, mais elle n'a jamais refusé ce statut non plus. On apprend très tôt quel est son rôle dans une famille comme la mienne. Le travail de Vanessa était de briller. Le mien était de faire en sorte que cet éclat paraisse sans effort, d'être le contraste qui prouvait à quel point elle était lumineuse. On ne peut pas exhiber un livre achevé sans désigner un brouillon du doigt. J'étais la comparaison, le « avant », la mise en garde racontée gentiment lors des dîners mondains avec une main posée sur mon épaule. Sylvie est notre fille pratique, disait ma mère, ce qui dans son langage signifiait « n'en attendez pas grand-chose ». Sylvie est si peu exigeante, ce qui voulait dire « elle a appris à ne rien réclamer ». Sylvie est si facile à vivre, ce qui signifiait « elle a appris à ne rien demander ». J'avais tellement intériorisé tout cela que, pendant la plus grande partie de ma vie, je ne le vivais pas comme de la cruauté. C'était juste la météo, on n'en veut pas à la pluie, on cesse simplement d'espérer le soleil. Le dîner de ce soir-là avait lieu dans un restaurant appelé le Hartwell, lustre en cristal, nappe blanche, un salon privé que ma mère avait réservé pour célébrer l'obtention de mon master en architecture. Sur le papier, c'était ma soirée. Dans les faits, elle avait passé l'heure du cocktail à raconter aux invités que Vanessa venait d'être promue collaboratrice principale dans son cabinet d'avocat. Au moment de passer à table, la moitié de la salle avait oublié la raison de notre présence. J'avais été diplômé le matin même. J'avais traversé une estrade dans une ville située à 2 heures de route, seul, parce que personne de ma famille n'était venu. Ma mère avait affirmé que le trajet était trop pénible pour son dos. Vanessa avait une signature de contrat. Mon père avait répété ce que ma mère lui avait dit de dire. Je suis donc rentré chez moi en voiture, j'ai enfilé la seule belle robe que je possédais, et je me suis présenté à ma propre fête après avoir déjà passé 2 heures à être effacé. Et voici le détail qui comptait, celui que vous devez garder à l'esprit, ce matin-là, avant de prendre la route, j'avais fait un arrêt. J'avais confié une enveloppe scellée à l'hôtesse du Hartwell en lui indiquant précisément le moment où elle devait la servir. Elle avait noté l'heure sur un post-it qu'elle avait glissé sous la fiche de réservation. Cette enveloppe était l'aboutissement de 6 années d'attente, et j'avais failli renoncer. Avant que je ne vous raconte la suite, si cette histoire vous pèse déjà sur le cœur, si vous savez ce que c'est que de rire à une plaisanterie qui est en réalité un coup de poignard, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela aide sincèrement ces récits à toucher ceux qui en ont besoin. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous, je lis absolument tout, j'aime savoir qui est présent dans la pièce avec moi ce soir. Je m'appelle Sylvie, j'ai 26 ans. Ce que vous venez d'entendre était le toast, le brouillon et le livre achevé. Ce que vous n'avez pas encore entendu, c'est la raison pour laquelle je souriais quand j'ai laissé le serveur s'éloigner. Laissez-moi vous ramener au début de cette soirée, avant le toast, car l'heure qui l'a précédé résume tout de la famille pour laquelle j'étais sur le point de cesser de jouer la comédie. Je suis arrivé au Hartwell à 19 h. Ma mère tenait déjà salon dans la pièce privée, un verre de vin blanc à la main, menant un cercle d'invités. Elle m'a vu entrer et son regard a fait cet inventaire rapide auquel elle se livrait toujours, ma robe, mes cheveux, mes chaussures, pour s'arrêter quelque part entre la déception et le soulagement de voir que je n'étais pas une source de honte. La voilà, a-t-elle lancé au groupe, et non à moi.
Notre diplômé, en prononçant « diplômé », comme s'il était entre guillemets. Allons, Sylvie, va saluer les Henderson. Ils ont fait tout ce chemin. Et ne monopolise pas Gérald. C'est un homme important. Ne pas monopoliser Gérald. J'ai failli rire, j'avais passé 4 mois à mériter un emploi auprès de cet homme important, et elle me mettait en garde de ne pas l'importuner. Pendant l'apéritif, elle est venue me voir 2 fois, la première pour réajuster mon col, la seconde pour me glisser, d'une voix douce et mielleuse, « Vanessa va te proposer publiquement de t'aider à trouver du travail ce soir devant tout le monde. C'est une marque de gentillesse, alors sois gracieuse, s'il te plaît. Ne fais pas cette tête que tu fais toujours. » Quelle tête ? Ai-je demandé. Celle où tu crois tout savoir mieux que tout le monde. Je savais mieux que tout le monde, j'avais une offre d'embauche signée sur mon réfrigérateur sous un aimant en forme de phare, mais j'ai simplement souri et répondu, « Je serai gracieuse, maman. » Et je l'ai regardé rayonner d'avoir réussi à me mettre au pas une fois de plus. Après le toast, la vie a repris son cours comme elle le fait toujours lors de ses réceptions, les serveurs ont apporté la première entrée, mon oncle a raconté une anecdote sur le lac, ma mère a ri trop fort à tout, maîtresse de maison au sommet de son art. J'étais assise au bout de la table, à la place qu'elle m'avait assignée, ça ne t'ennuie pas d'être au bout, n'est-ce pas, chérie ? Tu es tellement facile à vivre. Facile, c'était le mot qu'elle m'avait collé dessus toute ma vie, un compliment qui était en réalité un ordre. En face de moi, Vanessa a croisé mon regard et a levé son verre d'1 centimètre dans un toast privé et complice, « Brouillon », a-t-elle articulé en silence, souriant comme si c'était notre petite plaisanterie à nous, comme si j'étais dans le coup. J'ai souri en retour. Je suis doué pour cela, 26 ans de pratique. Mais sous la table, mes mains étaient serrées au point que mes articulations étaient devenues blanches, et je comptais les minutes. Je faisais le compte à rebours jusqu'à l'heure inscrite sur le post-it sous la réservation. Le propre d'un brouillon, c'est qu'on apprend à observer une pièce mieux que quiconque. Quand on est celle qu'on exclut du cadre, on passe son existence entière à étudier les personnes qui y figurent. Je savais exactement ce soir-là qui était assis où, et qui était sur le point de reconnaître un nom qu'il n'était pas censé voir. Car à l'autre extrémité de la table, 3 sièges plus loin que ma mère, se trouvait un homme nommé Gérald Voss, cheveux argentés, geste calme, une montre de valeur qu'il n'exhibait pas. Ma mère l'avait invité parce qu'il avait du pouvoir, et paraître aux côtés de personnes influentes était sa véritable religion. Elle l'avait présenté comme un « ami de la famille dans l'immobilier ». Elle ignorait totalement qui il était en réalité, et elle n'avait aucune idée de ce que sa présence à cette table signifiait pour moi. C'était la première chose qu'elle ne savait pas. La seconde, c'était ce que j'avais placé dans l'enveloppe. Pour comprendre comment une simple enveloppe scellée pouvait anéantir la soirée parfaite de ma mère, il faut comprendre un chiffre, pas un grand chiffre spectaculaire, un petit nombre. 6 ans. 6 ans plus tôt, j'avais 20 ans, je terminais ma licence et j'avais remporté un concours prestigieux. Je serai bref sur ce point, car ce n'est pas dans le passé que vit cette histoire, mais vous avez besoin de cette pièce du puzzle. Lors de ma dernière année d'études, j'avais postulé en secret, sans en parler à personne, à une bourse nationale de design, le financement intégral de mes études de master, assorti d'un poste garanti dans l'un des plus grands cabinets d'architecture de la région. Le genre d'opportunité qui ne se contente pas de payer des études, mais qui lance une carrière avant même qu'elle ne commence. Je n'en avais pas parlé à ma famille parce que, chez moi, mes rêves étaient une cible de moquerie avant d'être quoi que ce soit d'autre. J'avais donc postulé seul depuis la bibliothèque, sur un ordinateur portable à l'écran fissuré. Et j'avais gagné. Je l'avais appris de la façon dont on l'apprenait à l'époque, une épaisse enveloppe envoyée à mon adresse personnelle, car à 20 ans, j'étais encore domicilié chez mes parents. Je n'ai jamais vu cette enveloppe. C'est ma mère qui relevait le courrier. Ce que j'ai reçu, 2 semaines plus tard, c'est ma mère me faisant asseoir à la table de la cuisine avec un visage faussement attristé et répété d'avance, m'annonçant qu'elle s'était renseignée pour moi et que je n'avais pas été retenu. Ces concours sont tellement sélectifs, ma chérie. Ce n'est peut-être tout simplement pas ta voie. Elle m'avait serré la main, de toute façon, tu es plutôt faite pour travailler dans l'ombre. Je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? C'était ma mère. J'ai renoncé à ce rêve. J'ai souscrit des prêts étudiants. J'ai travaillé de nuit. J'ai passé 6 ans à financer mes études de la manière la plus lente, la plus coûteuse et la plus solitaire qui soit. Pendant ce temps, à 1 mètre de moi,
ma sœur bénéficiait d'études entièrement financées que mes parents qualifiaient d'investissement. C'était cette blessure-là que je portais en entrant dans ce restaurant. Pas l'argent, le fait d'avoir passé 6 années entières à me persuader que je n'étais pas à la hauteur, alors qu'en vérité, j'avais été brillante depuis le début et qu'une personne que j'aimais en avait dissimulé la preuve. J'ignorais seulement encore qu'elle l'avait caché. Cette révélation est venue plus tard, et le jour où elle est arrivée, tout a basculé. Si vous avez déjà découvert qu'une chose pour laquelle vous vous êtes blâmé n'était absolument pas de votre faute, que la porte que vous croyiez fermée avait été verrouillée par la personne qui se tenait juste à côté de vous. Dites-le moi ci-dessous, je crois que nous sommes bien plus nombreux à connaître ce sentiment que nous ne l'admettrons jamais à voix haute. Le jour où j'ai découvert la vérité était un mardi ordinaire, 4 mois avant ce fameux dîner. J'avais 26 ans, je terminais mon master dans la douleur, vivant dans un studio avec un radiateur qui claquait toute la nuit. Ma grand-mère, la mère de mon père, Rosalyn, était décédée cet hiver-là. Elle était la seule personne de cette famille qui m'ait jamais regardé comme un être humain à part entière et non comme un brouillon. Après sa mort, un avocat a appelé, pas pour toute la famille, uniquement pour moi. Il s'appelait Édouard et il s'était occupé des affaires de ma grand-mère pendant 30 ans. Il m'a demandé de venir à son cabinet, seul. Il avait particulièrement insisté sur le mot « seul ». Je me suis assise en face de lui dans une petite pièce lambrissée qui sentait le vieux papier, et il a fait glisser une chemise cartonnée sur le bureau. « Votre grand-mère vous a laissé quelques affaires » a-t-il dit. « Certaines vont être difficiles à recevoir. » À l'intérieur se trouvait une lettre de l'écriture de ma grand-mère et, agrafée derrière, la photocopie d'un document que je n'avais jamais vu de ma vie. C'était la lettre d'attribution de la bourse, celle d'il y a 6 ans, le contenu de cette épaisse enveloppe que je n'avais jamais ouverte. « Félicitations, mademoiselle Sylvia Ashford. Nous avons le plaisir de vous attribuer la bourse d'excellence, comprenant la prise en charge intégrale de vos frais de scolarité ainsi qu'un placement garanti. » Mes mains ont commencé à trembler. Je me souviens du silence absolu qui s'était fait, le bruit du radiateur s'étant tu dans mon esprit. « Où avez-vous trouvé cela ?» ai-je demandé. « Votre grand-mère, » a répondu Édouard. « Elle l'a conservé pendant 6 ans. Elle voulait que vous l'ayez quand vous seriez prête à en faire quelque chose. » Je ne comprenais pas, on m'avait dit que j'avais échoué, j'avais bâti 6 ans de ma vie sur cet échec. Il m'a laissé digérer. Puis il a prononcé la phrase qui a scindé mon existence en un avant et un après, « Sylvie, vous n'avez pas échoué. Vous avez décliné l'offre. » Je l'ai regardé. « Il y a un second document » a-t-il ajouté. Le second document était un courriel envoyé depuis une adresse à mon nom au comité de la bourse 6 ans plus tôt, 2 semaines après l'annonce des résultats. Il les remerciait pour cet honneur et déclinait respectueusement la place afin de se consacrer à d'autres priorités familiales. Je n'avais jamais rédigé ce message. Je ne l'avais jamais vu. Mais je reconnaissais la tournure, priorité familiale. C'était la voix de ma mère couchée sur le papier, une expression qu'elle m'avait servi 1 millier de fois. Ma grand-mère avait tout découvert avant de mourir. Elle avait chargé Édouard d'obtenir discrètement les archives, et elle m'avait laissé une ligne de sa propre main au bas de sa lettre, une phrase que je n'ai pas cessé d'entendre depuis, « Tu n'as jamais été le brouillon, ma fille. Tu étais le livre qu'ils avaient peur de lire. » Je suis restée assise dans ce bureau et je n'ai pas pleuré. Je tiens à ce que vous le sachiez, j'avais appris depuis longtemps à ne pas accorder mes larmes à cette famille. Ce que j'ai ressenti d'abord n'était même pas de la colère, c'était un vertige absolu. 6 années de ma vie se réorganisaient sous mes yeux d'un seul coup, chaque prêt étudiant que j'avais signé, chaque garde de nuit, chaque instant où j'avais contemplé l'avenir doré de ma sœur en me disant que la différence venait forcément de moi, d'un manque en moi. J'avais forgé toute mon identité sur une seule phrase mensongère, « Tu n'as pas été retenu. » Et cette phrase avait été une falsification depuis le tout premier jour. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, » a dit doucement Édouard. Rien ne presse ici. Je lui ai posé une seule question, est-ce que ma grand-mère a expliqué pourquoi elle ne me l'a pas dit de son vivant? Elle avait cela depuis des années. Édouard a croisé les mains, elle m'a dit qu'elle avait peur que vous ne la croyiez pas face à votre mère. Que l'on vous avait appris à vous fier à la mauvaise voie. Elle m'a dit, et je la cite, Sylvie ne pourra pas l'entendre d'une grand-mère qui l'aime. Elle ne le croira que si c'est écrit noir sur blanc. Alors, laisse-lui les papiers. Cela a brisé quelque chose en moi dans ce fauteuil, ma grand-mère avait saisi la nature exacte de ma fêlure, cette habitude qu'on m'avait inculquée de rejeter quiconque affirmait que j'avais de la valeur.
Elle m'avait donc laissé une preuve matérielle qui ne me demandait pas de faire confiance à l'amour de qui que ce soit, mais simplement de lire des faits. J'ai pleuré dans le parking souterrain, dans ma voiture, moteur éteint, là où personne ne pouvait me voir ni me taxer de mélodramatique. Et ce fut l'instant où le mensonge dans lequel j'avais vécu s'est doté d'un dossier de preuves. Avant de continuer, je veux vous poser une question, et j'aimerais que vous y répondiez honnêtement dans votre tête avant que je ne vous dise ce que j'ai fait. Si vous découvriez à 26 ans que la personne qui vous a élevé vous a volé 6 années de votre vie en vous laissant vous accuser vous-même, qu'auriez-vous fait? Tout faire exploser lors du dîner de famille suivant, ou continuer à sourire? Gardez votre réponse, car j'ai failli choisir la seconde option. Je ne suis pas rentré chez moi pour l'affronter en hurlant, les gens s'attendent toujours à cela, ils imaginent les cris, la porte qui claque, le grand discours. Je n'avais pas de discours, j'avais une chemise cartonnée, une blessure béante et une mère qui aurait eu 100 explications prêtes avant même que je n'ai fini ma première phrase. Alors, j'ai fait autre chose, je suis devenue silencieuse, plus silencieuse encore que d'habitude, ce qui dans ma famille n'était pas peu dire. J'ai fait des copies. Puis j'ai fait des copies des copies. J'ai demandé à Edouard des versions certifiées conformes, la lettre d'attribution avec le cachet de la poste d'origine, le courriel avec toutes ses métadonnées d'en-tête, la lettre de ma grand-mère notariée. Un courriel falsifié n'est pas seulement un acte cruel, c'est une pièce à conviction, et les documents laissent des traces. J'ai appelé moi-même le comité de sélection de la bourse. Je leur ai dit que je n'avais jamais décliné l'offre et que ce message ne venait pas de moi. Ils ont ressorti leurs archives, l'adresse IP qui avait envoyé ce refus 6 ans plus tôt remontait à un réseau domestique, celui de mes parents, le même routeur que nous avions depuis le lycée. Je n'ai rien écrit là où elle pouvait le trouver. Je n'ai rien effacé. J'ai simplement rassemblé les pièces. Et c'est là que le destin a pris un tournant décisif, car c'est là que Gérald Voss entre réellement en jeu. Le cabinet qui m'avait été promis dans le cadre de la bourse d'études, ce poste garanti que je n'avais jamais occupé existait toujours. Il s'était développé, avait été absorbé au fil des ans par un groupe de promotion immobilière plus vaste. Et l'homme qui dirigeait désormais ce groupe, l'homme dont la signature figurait sur ses documents officiels, était Gérald Voss. Je l'ignorais au départ, je l'ai découvert comme on découvre tout aujourd'hui, en cherchant le nom du cabinet et de son équipe dirigeante. Et il était là, le même Gérald Voss dont ma mère se gargarisait depuis un an, cet ami de la famille dans l'immobilier, qu'elle était si fière d'avoir rencontré lors d'un gala de charité, l'homme qu'elle essayait d'impressionner avec sa fille aînée, son livre achevé. Elle courtisait depuis un an l'homme exact qui, 6 ans plus tôt, avait validé mon admission pour cette bourse d'études qu'elle avait jetée à la poubelle. Mesurez à quel point le monde est petit lorsqu'un menteur ne fait pas attention. Et je veux être honnête sur la tentation qui m'a traversé, car il y en a une, la version facile de cette histoire aurait été d'entrer dans le bureau de Gérald Voss, de poser la lettre sur sa table et de lui dire « Vous m'avez offert ceci autrefois. Votre entreprise me le doit. Donnez-moi un poste. Échangeons ma blessure contre un raccourci. Utilisons la relation que ma mère a mis un an à tisser et présentons-lui l'addition. » J'ai envisagé cette option pendant toute une nuit, cela aurait fonctionné, cela aurait même pu être jouissif. Mais j'entendais la phrase de ma grand-mère, pas pour la vengeance, pour la justice. Et j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire, la vengeance aurait consisté à utiliser une opportunité volée pour obtenir une place, la justice consistait à la gagner proprement. Afin que personne ni Gérald, ni ma mère, ni la petite voix de doute dans ma poitrine ne puisse jamais prétendre que je n'étais arrivé là que grâce à des relations. Si je prenais ce raccourci, je passerais le reste de ma vie à craindre que ma mère ait eu raison, que j'ai été incapable d'y arriver par moi-même, que je ne sois réellement qu'un brouillon qui a eu un coup de chance. Je ne voulais pas de la chance, je voulais la vérité. J'ai donc refermé mon ordinateur sur la solution de facilité pour emprunter la voie difficile. Mais j'anticipe, car la période entre le bureau de l'avocat et cette offre d'embauche n'a pas été une simple ellipse, ce furent 4 mois d'un travail minutieux, méthodique et terrifiant, et je veux que vous le voyiez, car c'est la partie que personne ne filme jamais. La première chose que j'ai faite a été de retourner voir Edouard et il pour lui poser une question que j'avais peur de formuler, si elle a falsifié un courriel en utilisant mon nom, comment cela se qualifie-t-il? Il a retiré ses lunettes, juridiquement, c'est au bas mot une usurpation d'identité, voire plus selon le préjudice subi. Il m'a regardé longuement, mais je ne pense pas que vous soyez venu ici pour envoyer votre mère en prison. Je pense que vous êtes venu pour cesser de douter de vous-même. Ce sont 2 dossiers bien distincts. Il avait raison, je ne voulais pas la voir derrière les barreaux,
je voulais extirper le doute de mon propre corps. Ces 6 années logées sous mes côtes comme une écharde que je ne sentais plus tant, elle avait fini par faire partie de moi. J'ai donc commencé par les détails, j'ai demandé des copies certifiées de tout. J'ai appris ce qu'étaient les métadonnées d'un courriel ce mois-là, assise à ma table de cuisine à 2 heures du matin avec un tutoriel en ligne et une tasse de thé refroidi. Un courriel ne contient pas que des mots, il porte une traçabilité, l'endroit d'où il a été émis, le réseau, l'heure. L'entête de ce message de refus contenait une série de chiffres, une adresse IP, et cette suite était une véritable empreinte digitale. J'ai ensuite appelé le secrétariat de la bourse d'études, les mains tremblantes en composant le numéro. Une femme nommée Carole m'a répondu et je lui ai expliqué posément que j'avais de bonnes raisons de croire qu'un message envoyé sous mon nom 6 ans plus tôt n'émanait pas de moi. Il y a eu un silence, c'est une accusation très grave, mademoiselle. Je sais, ai-je répondu. C'est pour cela que je vous appelle. Elle a rouvert le dossier. Cela a pris 4 jours. Quand elle a rappelé, sa voix avait changé, plus feutrée, de cette façon dont parlent les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils ont participé malgré eux au drame de quelqu'un d'autre, votre lettre d'acceptation est bien là. Puis votre refus, 2 semaines plus tard. Le refus a été envoyé depuis un réseau résidentiel. Elle m'a lu l'adresse IP, elle correspondait point par point à celle obtenue par Édouard. Pouvez-vous me dire où ce réseau est enregistré, ai-je demandé. Je peux vous dire qu'il s'agit d'une ligne domestique dans le Connecticut, a précisé Carole. La loi m'interdit de vous donner le nom de la rue, mais je pense que vous la connaissez déjà. Je la connaissais, c'était la maison où j'avais grandi, le routeur que nous avions depuis mes 16 ans. Ma mère s'était assise à la table de la cuisine, sur l'ordinateur familial, pour se faire passer pour moi et rejeter la plus belle opportunité de ma vie. Carole m'a envoyé une attestation officielle confirmant que le refus ne provenait d'aucun appareil ni compte m'ayant appartenu, et que le comité considérait l'affaire comme une démarche non autorisée manifeste. Un langage administratif glacial, c'était la plus belle preuve de considération qu'une institution m'ait jamais apportée. Je n'ai rien dit à ma famille. Pas un seul mot. J'ai continué à assister au déjeuner du dimanche, à faire passer le plat de pommes de terre et à laisser ma mère me qualifier de « fille facile à vivre ». Il y a eu un dimanche, au bout de 2 mois, où elle a failli me percer à jour, elle débarrassait la table et a lancé d'un ton détaché « Tu es bien silencieuse ces derniers temps, plus que d'habitude. Tout va bien ? Juste fatigué, ai-je répondu. Je termine mon mémoire. Elle m'a scruté une seconde de trop. Puis Vanessa est entrée pour annoncer une nouvelle promotion, le projecteur s'est immédiatement détourné vers elle, et je suis redevenu invisible, ce qui, pour la première fois de ma vie, était exactement ce dont j'avais besoin. L'invisibilité, il s'avère, est un outil redoutable, il me l'avait imposé comme une punition, je venais de comprendre comment m'en servir comme d'une clé. Au 3e mois, j'avais constitué un dossier assez épais pour tenir debout tout seul, l'attribution de la bourse, la falsification, la confirmation du comité, la traçabilité IP, et la lettre de ma grand-mère liant l'ensemble de sa propre écriture. J'en ai fait 3 exemplaires et j'en ai déposé un dans un coffre-fort à la banque, car une part de moi, celle qui avait survécu à cette famille, refusait de croire que des documents aussi explosifs resteraient en sécurité dans mon appartement. Et ensuite, seulement ensuite, j'ai contacté l'entreprise. J'ai postulé auprès du cabinet de Gerald Voss non pas en tant que fille de Patricia Ashford, mais en tant que Sylvia Ashford, architecte titulaire d'un master avec son propre portfolio. J'ai candidaté pour un poste ouvert, dans les règles. J'ai obtenu un premier entretien, puis un second, puis une étude de cas pratique. Je n'ai jamais mentionné ma famille. Je n'ai jamais mentionné la bourse d'études. J'ai laissé mon travail parler de lui-même, car pour la toute première fois de mon existence, je me trouvais dans un espace où mon travail était le seul élément dans le cadre. Le premier entretien s'est déroulé avec une chef de projet prénommée Diane, vive et incisive, qui m'a demandé de lui présenter un bâtiment conçu pour mon mémoire, un centre communautaire situé sur un terrain en pente complexe que la plupart de mes camarades avaient préféré aplanir pour se faciliter la tâche. Moi, je n'avais pas nivelé le terrain, j'avais intégré la construction au dénivelé. Pourquoi, a demandé Diane. Il était plus simple d'araser le sol. Parce que les gens qui vont utiliser ce lieu vivent sur cette colline, ai-je répondu. On ne rend pas un projet plus facile à dessiner en le rendant plus difficile à habiter. Elle a noté quelque chose. J'ignorais quoi, mais elle a fixé le second entretien avant même que je ne quitte la pièce. Le second entretien est celui auquel je repense le plus,
car il avait lieu avec Gerald Voss en personne, et j'ignorais encore ce qu'il représentait dans mon histoire. C'était un homme calme, d'une retenue qui vous incitait à poser votre voix. Il a longuement feuilleté mon portfolio sans dire un mot, tournant les pages, puis il a tapoté un dessin du doigt, celui-ci, vous l'avez énormément retouché. Je vois les lignes effacées sous le tracé final. Pourquoi tant d'essais? Parce que je ne fais pas confiance à mon premier jet, ai-je répondu. Les mots étaient sortis avant que j'aie pu les retenir, on m'a élevé dans l'idée que ma première version n'était jamais assez bonne, alors j'ai appris à recommencer jusqu'à ce qu'elle le soit. Il a levé les yeux vers moi. Une expression est passée sur son visage, que je n'avais pas comprise alors mais qui m'est limpide aujourd'hui, c'est une manière difficile d'acquérir une habitude utile, a-t-il dit. La plupart des habitudes utiles s'acquièrent ainsi, ai-je rétorqué. Puis est venue l'évaluation de projet, 2 semaines de travail acharné, le soir après la rédaction de mon mémoire, à concevoir le plan de masse d'un véritable ensemble mixte qu'ils envisageaient de construire. J'y ai mis toute mon âme, non pas pour prouver quoi que ce soit à ma famille, ils ignoraient jusqu'à son existence, mais pour la jeune fille de 20 ans qui avait posté une candidature depuis une bibliothèque sur un vieil ordinateur sans jamais avoir eu la chance de découvrir de quoi elle était capable. 3 semaines avant le dîner de remise des diplômes, j'ai reçu une proposition d'embauche officielle, signée par le groupe de Gerald Voss, un poste, un salaire, une date de prise de fonction. J'avais conquis par moi-même à 26 ans l'avenir exact que ma mère m'avait dérobé à 20 ans. Pas le même avenir, un avenir bien meilleur, dont elle ne pouvait s'attribuer le mérite et qu'elle ne pourrait jamais me retirer. Et c'était précisément cela, plus que tout le reste, que j'avais failli ne pas être capable d'exposer lors du dîner, car révéler cette vérité signifiait faire mourir la seule version de ma mère que j'ai jamais eue. Celle dont une part idiote et enfantine au fond de moi espérait encore qu'elle finirait un jour par me choisir. Je marque une courte pause ici, car je sais que certains d'entre vous ont déjà deviné ce que contenait l'enveloppe. Retenez votre intuition, dites-moi en commentaire quel a été, selon vous, le moment précis qui m'a décidé à agir. La plupart des gens pensent que c'était le toast. La plupart se trompent, cela s'est produit la semaine précédente. La semaine précédant le dîner, ma mère m'a appelé, ce qui était rare, elle appelait Vanessa tous les jours et ne m'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Et elle avait besoin de quelque chose, Sylvie, ma chérie, à propos de ton petit dîner de remise de diplôme. J'ai invité Gerald Voss, tu sais, le promoteur immobilier. J'ai un service à te demander, n'aborde surtout pas ta recherche d'emploi. C'est gênant pour la famille, une fille de ton âge qui cherche encore. Laisse-moi mener la conversation. Vanessa va glisser que son cabinet pourrait avoir une petite place pour toi. Cela fera bien meilleure impression venant d'elle. Je tenais le combiné en fixant la lettre d'embauche signée par la société de Gerald Voss, fixée sur mon réfrigérateur avec l'aimant en forme de phare que ma grand-mère m'avait offert, bien sûr, maman, ai-je répondu. Tout ce qui est le plus simple. Facile, le mot que j'avais porté toute ma vie. J'ai raccroché. Et ce fut cet instant précis, pas le toast. Ce coup de fil. Le moment où ma mère m'a demandé de masquer la preuve de mon propre avenir pour que ma sœur puisse faire semblant de me l'offrir par charité. J'avais passé 4 mois à me convaincre de faire preuve d'élégance, de laisser ce dossier au fond d'un tiroir, de garder cette vérité pour moi avec dignité. Mais la dignité, ai-je compris, n'est pas synonyme de silence. Parfois, le silence n'est que l'accord tacite du brouillon qui accepte de ne jamais être lu. Alors, le lendemain matin, j'ai fait une dernière copie certifiée conforme. J'ai réuni la lettre d'attribution de la bourse, le courriel de refus falsifié avec ses métadonnées tracées, la confirmation écrite du comité certifiant que le message n'émanait pas de moi, et une copie de mon contrat signé avec le cabinet de Gerald Voss. J'ai tout glissé dans une unique enveloppe blanche. Sur le devant, je n'ai pas écrit mon nom, j'ai écrit le sien, Gerald Voss. J'aimerais vous dire que je l'ai cacheté d'une main ferme. Ce n'est pas vrai, j'étais assise par terre dans mon studio à 6 heures du matin le jour de ma remise de diplôme, le radiateur cognant contre les tuyaux, et j'ai tenu cette enveloppe pendant un long moment. Car voici ce que personne ne vous dit sur ce genre d'instant, le plus difficile n'est pas la colère est facile. Le plus difficile, c'est qu'une part minuscule, stupide et enfantine en vous aime encore la personne que cette enveloppe va anéantir. Et cette part murmure, peut-être que si tu te tais, peut-être que si tu te tiens parfaitement bien à ce dîner, ce sera enfin l'année où elle te verra. Peut-être que tu n'as pas besoin de faire ça. Peut-être qu'elle finira par te choisir d'elle-même.
J'avais écouté ce murmure toute ma vie, c'était la voix la plus coûteuse à laquelle j'ai jamais obéi. J'ai humidifié l'enveloppe et je l'ai scellée avant que ce murmure ne puisse achever sa phrase. Puis j'ai conduit 2 heures pour assister à une cérémonie de remise de diplôme où personne de ma famille n'était présent. J'ai traversé l'estrade. Ils ont appelé mon nom alors qu'il n'y avait personne dans le public pour moi, j'ai souri malgré tout et j'ai serré ce rouleau de papier attestant que j'avais réussi par la voie la plus difficile. Je suis rentré, j'ai mis ma seule belle robe et j'ai apporté l'enveloppe au Hartwell. Je l'ai remise à l'hôtesse en lui demandant de la porter à Monsieur Voss à 20h40 précise, après les toasts, au moment où la salle serait comblée, chaleureuse et sûre d'elle-même. Elle a noté l'heure sur un post-it, une occasion spéciale, a-t-elle demandé avec un sourire. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Puis je suis allé me faire effacer de ma propre fête, et j'ai attendu. 20h40 est arrivé lentement. À ce moment-là, le toast avait été prononcé, la soupe desservie, et ma mère était au zénith de sa performance, régentant la table comme elle régentait tout, avec fermeté, comme si tout lui avait toujours appartenu. Gerald Voss restait courtois et réservé au bout de la table. Ma mère ne cessait de se pencher vers lui, riant de propos qui n'avaient rien de drôle. « Vanessa, raconte à Gerald votre projet à Whitman. » Elle dirigeait les échanges, toujours. J'ai vu l'hôtesse franchir la porte avec une petite enveloppe blanche sur un plateau. Je l'ai vu se pencher et murmurer quelques mots à Gerald Voss. Je l'ai vu la prendre, jeter un œil à son nom inscrit au recto, et l'ouvrir de cette manière méticuleuse dont les hommes prudents ouvrent les courriers, lentement, en chaussant ses lunettes de lecture. Tandis que les conversations continuaient de bruisser autour de lui sans que personne n'y prenne garde. Je gardais les yeux fixés sur mon assiette, mais j'épiais ses mains. C'était la séquence que j'avais répétée 100 fois dans ma tête et que je ne pouvais absolument pas maîtriser. Dès lors que cette enveloppe avait quitté le plateau de l'hôtesse, tout m'échappait. Il pouvait la parcourir d'un regard et la glisser dans sa veste pour plus tard, il pouvait être le genre d'homme qui refuse de faire un esclandre au dîner d'une autre famille, il pouvait estimer que cela ne le regardait pas. J'avais bâti toute ma soirée sur l'intégrité morale d'un inconnu, sans savoir à cet instant précis si j'avais bâti sur du sable. Mon cœur battait si fort que j'étais persuadé que mon cousin assis à côté de moi pouvait l'entendre. Sous la table, j'enfonçai mon ongle dans ma paume jusqu'au sang pour canaliser ma peur. Il a lu la première page. Il s'est figé. Il a tourné la deuxième page. Il l'a lu 2 fois. Puis il a reposé les feuilles sur la nappe blanche, très délicatement, de la manière dont on dépose un objet que l'on craint de briser. Et il a levé les yeux pour regarder le bout de la table, pas vers ma mère, vers moi. Ma mère aperçut le changement d'atmosphère comme elle percevait tout ce qui ne tournait pas autour d'elle, avec un temps de retard. « Gerald, tout va bien ?» Patricia, a-t-il répondu. Sa voix était d'un calme absolu. C'est la chose à laquelle les gens ne s'attendent jamais, les grandes scènes ne s'achèvent pas dans les hurlements, elles s'achèvent sur quelqu'un qui s'exprime très doucement. « Puis-je vous poser une question ?» Bien sûr, s'est-elle illuminée, ravie d'avoir toute l'attention. Vous disiez que votre fille cherchait du travail? Il a jeté un regard aux pages, puis a relevé la tête. De quelle fille parliez-vous? Un petit rire léger a échappé à ma mère. Oh, de Sylvie. Ma cadette. Elle vient de terminer un modeste petit diplôme. Nous espérons que le cabinet de Vanessa pourra lui trouver une petite place. Vous savez comment c'est, on fait ce qu'on peut pour eux. Un modeste petit diplôme, a répété Gerald. Sans méchanceté, laissant simplement les mots résonner dans le vide pour que chacun mesure leur portée. Un master en architecture, ai-je précisé. C'était la première phrase complète que je prononçais depuis le toast. La table s'est tournée vers moi. Le sourire de ma mère ne s'est pas effacé, mais son regard a vacillé, un frémissement, la toute première fissure. Ma chérie, a-t-elle dit, d'une voix douce comme une plume et tranchante comme une lame, laisse parler les grandes personnes. C'est la partie que je dois raconter avec précision, car tout s'est enchaîné très vite et selon un ordre rigoureux qui constitue toute la vérité de la scène. Gerald Voss a repris les feuilles en main. Patricia, je dirige un groupe de promotion immobilière. Vous le saviez sans doute, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis assis ici ce soir. Il ne l'a pas dit méchamment, mais comme un joueur qui abat ses cartes sur la table. Il y a 6 ans, le cabinet dont je suis issu a offert une bourse d'études entièrement financée, avec un poste à la clé, à une jeune femme nommée Sylvia Ashford, arrivée première de sa promotion. Nous n'accordons pas ce genre de distinction à la légère. Le silence s'est fait autour de la table.
La fourchette de mon oncle est restée suspendue en l'air. Ma mère a ri à nouveau, mais son rire avait une résonance altérée, très mince, et bien. Il doit y avoir une erreur. Sylvie n'a jamais rien obtenu de tel. Elle n'a pas été sélectionnée. C'était extrêmement sélectif. C'était le mensonge initial, la première étape. J'avais attendu 6 ans qu'elle le prononce à voix haute devant des témoins. Gérald a retourné la première page pour que toute la table puisse la voir, voici la lettre d'attribution officielle. Son nom, son admission, envoyé à votre adresse postale. C'est. A balbutié ma mère. Des courriers de ce genre sont envoyés à beaucoup de gens. Cela ne signifie pas qu'elle. Elle l'a décliné, a poursuivi Gérald. C'est ce que nos registres ont indiqué pendant 6 ans. Nous avions un mot de remerciement et de refus signé de Sylvia Ashford. J'ai toujours trouvé que c'était un immense gâchis. Il a posé la 2e page, sauf que Sylvie affirme n'avoir jamais refusé cette offre. Et il s'avère qu'elle dit vrai. Il a disposé le courriel falsifié à côté de la lettre d'attribution, voici le refus envoyé depuis un réseau domestique, le vôtre, Patricia. 2 semaines après l'annonce des résultats, signé de son nom. Il a marqué un temps d'arrêt, elle n'a jamais écrit ce message. Le comité de sélection de la bourse l'a confirmé par écrit. J'ai également ce document avec moi. J'ai vu l'onde de choc se propager autour de la table, mon oncle s'est penché pour lire, la main de ma tante est montée à son cou. Une amie du club de lecture de ma mère, une femme que j'avais vue chez nous une centaine de fois, a regardé les 2 documents, a levé les yeux vers ma mère, puis a baissé à nouveau les yeux vers les lettres, on pouvait la voir faire le calcul en temps réel. 6 ans. La bourse prestigieuse. L'histoire selon laquelle Sylvie n'avait pas le niveau. Cette fable qu'on leur avait servi et qu'ils avaient tous docilement gobé. Patricia. A murmuré la femme du club de lecture. Tu nous avais dit qu'elle n'avait été prise nulle part. Tu as raconté à toute la table qu'elle refusait des opportunités par manque d'ambition, a ajouté mon oncle, d'une voix presque hébétée. À Thanksgiving. Tu l'as dit devant tout le monde à Thanksgiving. La phase de déni est arrivée aussitôt, car il s'enfonce toujours, la 3e étape. C'est absurde. S'est écriée ma mère d'une voix qui montait dans les aigus. Je n'aurais jamais. Sylvie, dis-leur. Dis-leur que c'est une méprise, une sorte de délire de vengeance. Elle a toujours été jalouse de sa sœur, tout le monde ici le sait pertinemment. Elle s'est tournée vers l'assemblée pour chercher du soutien, vers les oncles, les tantes, ses amis qu'elle avait si soigneusement disposés. Et pour la première fois de ma vie, personne n'a pris sa défense. Ils se sont contentés de fixer les 2 lettres posées sur la nappe. Patricia, a repris Gérald de cette voix toujours égale. Vous pouvez parler d'erreur, mais une erreur ne possède pas d'adresse IP. Il a abattu la 3e page, le comité d'attribution a vérifié ses données informatiques. Le refus a été émis depuis une connexion résidentielle dans le Connecticut, à la même adresse que celle où la lettre d'admission avait été postée. Ils ont certifié par écrit que ce message n'est parti d'aucun compte appartenant à Sylvie. Il l'a fixé droit dans les yeux, il a fallu que vous vous asseyiez devant votre propre ordinateur pour l'envoyer. Ce n'est pas moi qui l'affirme, ce sont les données techniques du message. Cela ne prouve rien. C'est défendu ma mère, mais le mot rien s'est brisé net dans sa gorge. N'importe qui aurait pu. Ces systèmes se font pirater tout le temps. Les gens s'introduisent dans les boîtes mail, j'ai lu des articles là-dessus. 2 semaines après l'attribution de la bourse, a rétorqué Gérald. Depuis votre domicile? Signé du nom de votre fille, en employant une formule sur les priorités familiales? Il a laissé un silence peser, les priorités de qui, Patricia? La bouche de ma mère s'est ouverte et refermée sans qu'aucun son n'en sorte. Elle a cherché pendant une fraction de seconde le regard de Vanessa, pour obtenir de l'aide, une diversion, le vieux réflexe d'une pièce qui se réorganise autour d'elle. Vanessa fixait le courriel sans lever les yeux. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à cet instant précis, ce n'était pas du triomphe. C'était la réaction la plus ancienne et la plus douloureuse qui soit. J'ai vu ma mère chercher désespérément quelqu'un pour prendre son parti, j'ai revu la jeune fille de 20 ans qui la croyait dans la cuisine, et j'ai failli me lever pour voler à son secours. Les vieux réflexes. Mais je ne l'ai pas fait. Si vous avez déjà été assise à une table en sentant toute votre structure familiale s'effondrer en temps réel, le sol de votre enfance se dérober sous vos pieds, écoutez bien ce qui suit,
car c'est ce que j'aurais eu besoin qu'on me dise il y a des années. Gérald Voss a posé la dernière feuille, et ceci, a-t-il conclu, est la promesse d'embauche que Sylvia a signée il y a 3 semaines avec mon entreprise, à la Loyale. Sans passe-droit, sans bourse d'études, sans aucun piston familial. Il m'a regardé et, pour un homme que je n'avais rencontré que 3 fois en entretien, il y avait quelque chose de profondément bienveillant dans son expression. En toute franchise, elle a mieux réussi ses entretiens que des candidats qui avaient le double de son âge. J'ignorais totalement quelle était votre fille avant d'ouvrir cette enveloppe ce soir. Elle n'a jamais mentionné votre nom une seule fois. La salle était pétrifiée. C'était la 6e étape, le silence complet, qui s'était tiré au point qu'on entendait le crépitement des mèches de bougies. Et puis ma mère a totalement perdu le contrôle, la 7e étape, ils finissent toujours par se détruire eux-mêmes. Espèce de petite ingrate. Elle était debout désormais, sa serviette tombant au sol. Sais-tu seulement ce que j'ai sacrifié pour cette famille? Sais-tu ce qu'il en coûte pour qu'une famille ressemble à quelque chose? C'est moi qui t'ai faite. C'est moi qui vous ai tous construits. Si je n'avais pas investi toute mon énergie en Vanessa, que serait cette famille aujourd'hui? Tu n'as jamais été taillé pour porter notre nom. Regarde-toi. Tu as toujours été le. Elle s'est arrêtée net, mais l'assemblée a complété la phrase dans sa tête, tout le monde réentendait le toast. Le brouillon. Dis-le, maman, ai-je articulé calmement. Tu allais dire que j'avais toujours été le brouillon. Vas-y. Tu l'as dit il y a 1 heure, un verre à la main. Répète-le maintenant que tu sais que c'est faux. Elle ne l'a pas dit. Pour la première fois en 26 ans, ma mère n'avait plus rien de préparé. Mais elle n'en avait pas terminé, les personnes acculées se raccrochent à la dernière arme dont elles disposent, et la sienne avait toujours été de me rabaisser, cet emploi. A-t-elle bredouillé? Vous croyez que c'est sérieux, Gérald? Elle vous a manipulé pour entrer. Elle s'est servie de vous. Elle a découvert qui vous étiez et elle. Elle n'a aucune qualification. Elle n'a jamais occupé un vrai poste de sa vie. Elle est à peine capable de. Patricia. Gérald n'a pas crié, et c'est cela qui a donné toute sa force à son intervention. J'ignorais de qui elle était la fille il y a encore 20 minutes. Elle n'a jamais prononcé votre nom. Ni lors de l'entretien, ni lors de l'étude de cas. Pas une seule fois. Il s'est arrêté, elle est entrée dans mon bureau comme une parfaite inconnue et a surpassé des candidats qui avaient 10 ans d'expérience de plus qu'elle. La seule personne dans cette pièce qui a utilisé des relations familiales pour truquer la réalité se trouve exactement là où vous vous tenez. La femme du club de lecture a étouffé un petit rire nerveux derrière sa main. Le visage de ma mère est passé du cramoisi à un gris terreux. L'histoire qu'elle racontait depuis 6 ans, Sylvie n'en est pas capable, Sylvie n'a pas d'ambition, Sylvie est facile à vivre, venait d'être publiquement anéantie par la personne la plus respectée de sa propre table. Et le pire pour elle, je le voyais bien, c'était que tout cela avait été démontré sans que j'aie eu besoin d'élever la voix une seule seconde. Tu fais toujours ça. A-t-elle balbutié. Et des larmes sont apparues, mais c'étaient les larmes de quelqu'un pris sur le fait, non de quelqu'un qui regrette. Tu rends toujours tout tellement difficile. Nous avons tout fait pour toi. Vous avez tout fait contre moi, ai-je répondu. La preuve en est posée sur cette table. C'est Vanessa qui a craqué. Je lui reconnais au moins cela. Ma sœur a posé son verre, a regardé le courriel étalé sur la nappe, celui signé de mon nom avec les tournures de phrases de notre mère, et son visage s'est totalement décomposé. Maman. A-t-elle murmuré. Tu m'avais dit qu'elle avait refusé. Tu m'avais dit qu'elle n'en voulait pas. Tu disais qu'elle. Vanessa a plaqué sa main sur sa bouche. J'ai répété à tout le monde pendant des années qu'elle n'avait aucune ambition parce que c'est ce que tu m'avais raconté. Vanessa, pas maintenant. Tu t'es servi de moi, a lâché ma sœur d'une voix brisée. Tu t'es servi de nous deux. Tu as fait de moi un trophée pour m'empêcher de demander ce qui lui était arrivé. Vanessa, tu ne comprends pas ce qu'il faut consentir pour maintenir une famille unie. Je comprends exactement ce que cela demande, a répliqué Vanessa, la voix brisée par les sanglots. Je l'ai fait toute ma vie, sourire, jouer la comédie, être la preuve vivante dont tu avais besoin. Et tu as bâti tout cela en l'écrasant, elle. Elle s'est tournée vers moi. Elle m'a regardé vraiment, comme elle n'avait jamais su le faire en 29 ans passés à la même table. Je suis tellement désolé, Sylvie. Je l'ai cru. C'était tellement plus facile de la croire que de me demander pourquoi tu t'étais muré dans le silence.
Et ce fut là le début des véritables conséquences, la 8e étape. Pas une action de ma part, mais l'édifice qu'elle avait bâti s'effondrant enfin sous son propre poids. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi et que votre gorge est serrée, faites-moi une faveur, si vous avez déjà dû renoncer à attendre des excuses qui ne viendraient jamais pour pouvoir enfin respirer, écrivez-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour la prochaine personne qui lira ces lignes et qui a besoin de savoir qu'elle a, elle aussi, le droit de cesser d'attendre. Ma mère est partie la première. Elle n'a pas fait de sortie théâtrale, ce qui m'a surprise, elle a rassemblé ses affaires d'une main tremblante et a lancé à l'assemblée, sans me regarder, je refuse qu'on me parle sur ce ton, comme si être mise face à des documents officiels était un manque de respect verbal. Mon père s'est levé dès qu'elle s'est levée, car c'était la seule mécanique qu'il connaissait. Mais il s'est arrêté près de ma chaise en partant. Il a posé sa main sur mon épaule, lourde, hésitante, une main qui ne m'avait jamais défendu de toute ma vie, et il a prononcé la seule parole sincère que je l'ai entendu formuler depuis des années, je ne savais pas, Sylvie. Un silence. J'aurais dû savoir. C'est pire, n'est-ce pas? C'était pire, en effet, mais je l'ai laissé partir sans rien ajouter. Il lui a emboîté le pas. Après la fermeture de la porte, personne n'a bougé pendant un long moment. 40 personnes qui avaient porté un toast au brouillon, 1 heure plus tôt se retrouvaient assises devant 3 lettres étalées sur une nappe, et l'on pouvait voir chacun d'eux réévaluer silencieusement chaque certitude qu'on lui avait inculquée sur mon compte. Mon oncle a pris la parole le premier, il s'est éclairci la voix et m'a regardé depuis le bout de la table, Sylvie. Félicitations pour ton master. Nous aurions dû être présents ce matin à la remise des diplômes. Il a baissé les yeux vers ses mains, je suis désolé que nous ne soyons pas venus. Quelques autres invités ont murmuré des paroles similaires après lui, ce cœur gêné de personnes qui réalisent trop tard, félicitations, pardon, nous ne savions pas. L'ami du club de lecture m'a serré l'avant-bras sans rien dire, ce qui fut la réaction la plus honnête de toute la soirée. Je n'ai pas fait de discours, j'avais compris cette nuit-là qu'on n'en a pas besoin. Les documents s'étaient exprimés bien mieux que je n'aurais pu le faire, et le silence avait fait le reste. Je suis resté assise à ma place dans le coin, celle que ma mère m'avait attribuée parce que j'étais, facile à vivre, parce que je prenais le bout de table sans me plaindre. Et pour la première fois, toute la table regardait vers le bout. Gérald Voss est resté. Il a plié soigneusement les feuilles, les a remises dans l'enveloppe et me l'a tendu par-dessus les chaises vides, elles sont à vous, a-t-il dit. Vous avez bien fait de les apporter. Et vous avez fait le plus difficile en ne les montrant qu'après avoir décroché le poste par vous-même. Il s'est tu un instant, puis a ajouté quelque chose d'inattendu, lors de votre second entretien, vous m'avez dit que vous ne faisiez pas confiance à votre premier jet, qu'on vous avait appris que votre première version n'était jamais assez bonne. Il a regardé l'enveloppe dans mes mains, j'ai pris cela pour un simple manque d'assurance à l'époque. J'ignorais que cela portait un nom. J'ignorais qu'il y avait une femme assise à une table de dîner qui vous l'avait imposé. Sa mâchoire s'est légèrement crispée, certains parents infligent une blessure à leurs enfants et appellent cela le sens du travail. Vous avez transformé la vôtre en quelque chose de bien plus rare que le simple talent. Il s'est levé, a boutonné sa veste, a lundi. Je tenais l'enveloppe, je l'avais portée pendant 4 mois et construite pendant 6 ans. Et maintenant qu'elle avait accompli sa tâche, elle n'était plus que du papier. C'était terminé. Les invités sont partis 2 par 2, 3 par 3, de cette manière dont on quitte un endroit où les mots manquent. Quelques-uns se sont arrêtés près de ma chaise, ma tante m'a pris la main et m'a dit, je me suis toujours posé des questions. C'était tout, je me suis toujours posé des questions. 40 personnes m'avaient vu être effacé des photos pendant des années, et l'une d'entre elles s'était posé des questions. Vanessa est partie la dernière. Elle s'est assise à côté de moi, sur la chaise qu'occupait ma mère, et nous sommes restés un moment sans parler. Je ne sais pas comment réparer tout ce que j'ai raconté sur toi pendant des années, a-t-elle fini par lâcher. Tu ne le répareras pas ce soir, ai-je répondu. Peut-être pas avant longtemps. Mais tu peux commencer par refuser d'être le livre achevé dont elle avait besoin. Elle a eu un rire mouillé et tremblant, je déteste ce toast. Oui, ai-je dit. Moi aussi. Elle a retourné le courriel sur la nappe, le relisant comme pour s'assurer qu'il ne cesserait pas d'être réel, je pensais simplement que tu étais timide, a-t-elle avoué. J'avais un peu pitié de toi, d'une manière qui me permettait de me sentir supérieur. Mon Dieu. Elle a fait exprès d'ancrer cela en moi, n'est-ce pas? Pour que je ne regarde jamais de trop près. Elle l'a ancré en nous deux, ai-je répondu. C'est juste que toi,
tu as eu la version avec le trophée. Vanessa s'est essuyé les joues du revers de la main, un geste d'enfant, pas d'avocate confirmée. Quand l'as-tu découvert? Il y a 4 mois. Chez le notaire. Grand-mère me l'avait laissé. Et tu es venu à ce dîner malgré tout? Elle m'a regardé comme si elle découvrait une étrangère avec qui elle avait vécu toute sa vie. Tu as écouté le toast. Tu as ri. Je ris toujours, ai-je dit. C'était le prix pour avoir une place à table. Ce soir, c'était simplement la dernière fois. Nous sommes restés assises là, dans un restaurant aux assiettes débarrassées et aux chaises désertes, 2 sœurs, le trophée et le brouillon, enfin assises du même côté de la table, sans aucune mise en scène entre nous pour une fois. C'est étrange, ce qui vous guérit, je pensais que ce serait le moment où Gérald poserait la lettre d'embauche, la revanche éclatante, le basculement de la salle. Mais ce n'était pas cela. Ce n'était même pas vraiment le dîner. Le dîner a été l'endroit où le mensonge est mort. Mais la mort d'un mensonge n'est pas la guérison d'une blessure. J'ai quitté le Hartwell cette nuit-là réhabilité, mais le cœur toujours lourd. Et je veux être honnête là-dessus, car les vidéos qui prétendent qu'une grande révélation règle tout vous mentent, la révélation a rétabli les faits, elle ne m'a pas guéri d'un coup. Cela a pris du temps. Ce fut 3 semaines plus tard, dans mon nouveau bureau, lorsque j'ai encadré la lettre de ma grand-mère au-dessus de ma table de travail, tu n'as jamais été le brouillon, ma fille. Tu étais le livre qu'ils avaient peur de lire. Je la lis chaque matin avant ma première réunion, non pas parce que j'ai encore besoin d'être convaincu, mais parce que pendant 26 ans, j'ai lu une phrase différente sur moi-même chaque jour, écrite par quelqu'un qui n'a jamais mis mon nom sur la couverture. Et j'ai désormais le droit de choisir ma propre phrase. La guérison, quand elle est enfin venue, n'a pas ressemblé à un triomphe éclatant, elle a ressemblé à un simple mardi. C'était le matin où je me suis surprise en pleine retouche d'un plan, réalisant que je venais de passer 3 heures sans me demander une seule fois si j'étais à la hauteur. Je faisais simplement mon travail, de la façon dont le fait quelqu'un qui connaît déjà la réponse. Ce fut le jour où l'écharpe sous mes côtes s'est enfin dissoute en silence, sans cérémonie, simplement par son absence. Juste une femme devant sa table à dessin avec son nom sur la porte, intégrant un bâtiment au relief d'une colline plutôt que de la raser. Les retombées ont été plus calmes qu'on ne le croirait, et plus lentes. Et c'est ainsi que j'ai su qu'elles étaient réelles, les vraies conséquences n'explosent pas, elles érodent. Ma mère ne vivait que pour un certain rang social, le club de lecture, les comités de bienfaisance, les dîners où elle pouvait agencer les gens. En l'espace d'un mois, le club de lecture s'est réuni sans elle, personne ne l'a exclue officiellement, les invitations ont simplement cessé d'arriver. La femme qui avait fait le calcul à table ce soir-là l'avait discrètement répété à quelques autres, et l'on ne peut plus jouer la comédie de la famille idéale dès lors que le public a vu la falsification. Elle avait bâti son existence sur l'image d'une mère admirable, il s'avère que l'admiration, une fois qu'elle quitte une pièce, ne revient pas simplement parce qu'on lève son verre plus haut. Une cousine m'a rapporté que ma mère s'était mise à raconter une nouvelle version, que je lui avais tendu un piège, que j'avais humilié la famille, que j'avais toujours été jalouse et que j'avais enfin trouvé le moyen d'assouvir ma rancœur. Pendant une semaine, cela m'a peiné. Puis j'ai compris, elle continuait d'agencer les gens dans son esprit, sauf que désormais, plus personne ne se tenait là où elle voulait les placer. Ma mère et moi ne nous parlons plus. Ce n'est pas une rupture dont je tire fierté, et ce n'est pas non plus une décision que je regrette. Je lui ai envoyé une lettre après ce dîner, je ne demandais pas d'excuses, j'avais cessé d'en attendre des mois plus tôt dans ce parking souterrain, je lui ai simplement signifié où se trouvait la limite désormais et que je ne la franchirais plus jamais pour préserver son confort. J'y ai écrit une seule vérité, tu ne pensais pas que j'étais un brouillon parce que je n'étais pas assez bien. Tu avais besoin que je sois un brouillon pour que Vanessa puisse être le livre. Je ne passe plus d'audition pour faire partie de cette famille. Elle m'a répondu une unique ligne, tu as changé, comme si c'était un reproche. J'avais changé, en effet, c'était tout le sujet. Mon père et moi nous parlons parfois, avec précaution. Il m'a appelé quelques semaines après le dîner et nous avons pris un café, il a passé l'essentiel du rendez-vous à remuer une tasse à laquelle il n'a pas touché. Je me disais qu'elle gérait la situation, a-t-il fini par avouer. Que ce n'était pas mon rôle de poser des questions. C'était un pacte de lâche que j'ai conclu avec moi-même, et c'est toi qui en as payé le prix. Ce n'était pas suffisant, mais c'était la première fois de ma vie qu'il disait une chose vraie à une table. Alors j'ai accepté que ce soit un début. Vanessa a commencé une thérapie cet été-là. Elle m'en a parlé lors d'une promenade, un peu gênée,
comme s'il s'agissait d'un aveu coupable. Il s'avère qu'être le trophée est une prison à part entière, m'a-t-elle confié. On n'est jamais une personne réelle, on n'est que la preuve vivante de quelque chose. À la seconde où j'ai cessé d'être parfaite, j'ai dû chercher qui j'étais vraiment là-dessous. Nous prenons un café le week-end désormais, nous apprenons à nous connaître depuis le début, deux femmes qui ont grandi sous le même toit et qu'on a maintenues étrangères à dessein. Nos blessures ne sont pas totalement effacées, mais nous sommes honnêtes l'une envers l'autre, ce qui est infiniment plus que ce que nous avons jamais été. Quant à mon travail, j'ai commencé au sein du groupe de Gérald Voss ce fameux lundi, exactement comme il l'avait annoncé, ni comme la fille de quelqu'un, ni par faveur. Je travaille au sein d'une équipe de conception désormais, et nous développons un projet sur un terrain en pente que nous épousons plutôt que de le niveler. Et la semaine dernière, un collègue qui a 2 fois mon âge m'a demandé de lui expliquer ma méthode de retouche. Je lui ai répondu, je ne fais jamais confiance à mon premier jet. J'ai transformé la pire chose qu'on ait jamais dite sur moi en mon meilleur réflexe professionnel. On me demande parfois, quand on entend mon histoire, si cette revanche en valait la peine. Je réponds toujours que le terme est inapproprié, il ne s'est jamais agi d'une vengeance. La vengeance aurait consisté à laisser l'assemblée croire à son mensonge. L'enveloppe n'était pas une arme, elle n'était que la vérité, posée à l'accueil pendant toute la soirée en attendant que quelqu'un veuille bien enfin la lire. Si vous avez passé des années à vous entendre dire que vous n'étiez que la version inférieure de quelqu'un d'autre, voici l'unique certitude que je possède, les personnes qui vous traitent de brouillon sont généralement celles qui ont le plus peur de ce que vous deviendrez une fois achevé. Alors, achevez votre livre malgré tout. Inscrivez votre nom sur la couverture. Et la prochaine fois que quelqu'un lèvera son verre au brouillon, laissez-le faire. Puis demandez au serveur d'apporter l'enveloppe. Je garde l'aimant en forme de phare sur mon nouveau réfrigérateur. Ma grand-mère me l'avait donné quand j'étais petite, avant même que quiconque ait décidé quelle fille j'allais devenir. Un phare, disait-elle, ne court pas après les navires, il cesse simplement de faire semblant d'être éteint. Pendant 26 ans, j'avais fait semblant, tamisant ma propre lumière à chaque repas pour que l'éclat choisi par la famille paraisse plus étincelant par comparaison. J'étais devenu si doué pour cela que j'avais fini par oublier que l'obscurité n'était qu'un rôle, et non ma réalité. J'ai cessé de faire semblant d'être éteinte. Et quant à la chaise en bout de table, celle que ma mère a laissée vide cette nuit-là, je ne m'y assieds pas. Je n'en ai pas besoin. J'ai ma propre table désormais, sous mon propre nom. Et à cette table, la notion de brouillon n'existe pas, il n'y a que le livre, enfin achevé.